Mesdames, Messieurs, vous êtes déjà 172 et ça augmente au rythme de 3 par seconde. Vous êtes plus de 600 inscrits, je crois, sur cette conférence. On verra si vos intentions vont se traduire en actes et si vous allez nous suivre. Pour ce débat Green Logistique, comment optimiser la chaîne logistique afin qu'elle réduise son impact environnemental et sanitaire, plutôt son impact environnemental comme on va le voir. Je m'appelle Frédéric Denry, je suis journaliste, auteur. J'anime les débats verts de la ICTL depuis longtemps, ainsi que le Maritime Day qui aura lieu demain en version condensée. La Green Logistique, c'est quoi la logistique verte? Comment continuer à livrer? Comment continuer à assurer les chaînes logistiques et le transport tout en émettant moins de carbone, moins d'oxyde d'azote, moins de microparticules. Il y a des solutions. Ces débats réunissaient peu de gens il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, ces débats sont devenus une évidence pour tout le monde, même si voilà, avec un prix du pétrole aussi bas, on peut se dire que l'incitation à investir sur des technologies vertes sera moins forte qu'avant. Néanmoins, ça fait plus de 10 ans que j'anime ce genre de débat. Je vois les choses changer dans le monde du transport et de la logistique. C'est sans doute un de ceux qui a le plus changé ses pratiques au fil des années. En étant au poste, si j'ose dire, à la SITL tous les ans, je vois les choses évoluer. Les camions qui étaient au gaz il y a 15 ans étaient très peu nombreux. Personne n'allait les visiter. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Pour parler de tout cela, Mesdames, Messieurs, nous aurons la chance d'avoir Jean-Claude Giraud, président de l'Association française du gaz naturel pour véhicules, Sébastien Jean, chef de la mobilité hydrogène et électrique chez Michelin, Lucas Toussaint, chef de produits énergie chez Jung Heinrich, Jimmy Bills, PDG de lui-même, du groupe Bills de Roux, Philippe-Henri Mangeard, président et fondateur de TK Blue, et Jean-Paul Guichard, directeur Supply Chain France de PepsiCo France. Monsieur Bills, on va peut-être commencer par vous. Parce que je suis ch'ti. D'ailleurs, j'ai mis en votre honneur, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un petit obus de la guerre 14 ciselé que m'avait ramené mon arrière-grand-père. Bon, ça n'a strictement rien à voir. Donc, le groupe Bills de Roux, ce sont des camions verts avec un chevalet de mine qui apparaît sur les camions. C'est un groupe qui a plus de 100 ans et vous vous êtes engagé, vous m'avez dit très tôt, comment dirais-je, c'est ça, vers le transport vert, l'éco-conduite, et vous passez progressivement au GNC, Monsieur Bills. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, pour la petite histoire, vous avez indiqué que nous étions très écolos historiquement, puisque nous avons démarré le transport de pommes de terre, qui est notre premier métier, avec des chevaux entre 1911 et 1945. Donc, on a démarré le transport de fret, de pommes de terre, que nous stockions, que nous relivrions avec des chevaux. Donc, en fait, on faisait de la logistique depuis 109 ans. On vous entend mal, Monsieur Bills. On vous entend mal, Monsieur Bills, il y a du bruit de fond. Il faudrait régler votre micro. Allez-y, continuez. On va vous régler ça. Donc, aujourd'hui, donc, le groupe Bills, évidemment, n'a plus d'activité de la pomme de terre, c'est terminé. Nous sommes donc totalement occupés par nos activités donc, de logistique et de transport routier associé. Et donc, on a décidé effectivement de chercher à réduire notre empreinte carbone parce que, comme tout le monde, nous sommes très inquiets de l'état de la planète, si vous voulez. Personnel, nous sommes tous des hommes et des femmes, et donc on a un rôle sociétal important en tant que chef d'entreprise pour essayer de réduire cette empreinte carbone, d'autant plus dans le transport routier avec des moteurs thermiques. Et donc, depuis... On vous entend beaucoup mieux, merci. Parfait, c'est bien, merci Lucie. Et depuis quelques années, donc effectivement, nous avons décidé de regarder quelles étaient les différentes solutions alternatives aux 100% camions routiers, transport routier. Et donc, nous avons entrepris des démarrages d'activités de transport plus écologiques, comme le transport
transport par caisse mobile en ferroutage au départ de Dourges, par exemple. Évidemment, ça va de soi. Le ferroutage, c'est une des solutions, en fonction bien sûr des infrastructures qui nous le permettent. Les camions gaz depuis un peu moins d'un an, hein, donc c'est assez nouveau. Et donc, je crois que c'est aussi une alternative en attendant peut-être les autres participants nous parlaient de camions peut-être à hydrogène ou électriques. Mais en tout cas, le gaz a fait son début chez nous. Il y en a 3, hein, 3 premiers camions, c'est ça? C'est ça, 3, et puis une dizaine bientôt. Ce que je ne vous avais pas dit, M. Denry, c'est que nous avons également, on l'a sur la photo, un camion électrique, un tracteur portuaire électrique que nous avons placé chez un de nos clients pour faire des préchargements à raison d'une 50aine de remorques par jour. Donc là, c'est un camion 100% électrique, hein, donc qui présente l'avantage de ne pas polluer du tout et de ne pas faire de bruit. Des voitures électriques de plus en plus nombreuses au niveau de notre parc de voitures de société. Voilà, donc, et puis l'éco-conduite, hein, évidemment, c'est le premier thème qui est indiqué sur la présentation. Je vous avais expliqué que on est passé de 60 litres au 100 dans les années 60 à 20, voilà, à beaucoup moins aujourd'hui. Donc, vous me disiez 28 litres en Euro 6, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc en soi, rien que la technologie Euro 6, rien que l'évolution de la technologie, de toute façon, a été, entre guillemets, favorable au climat, ne serait-ce que par la baisse de la consommation. Tous vos camions sont en Euro 6, ceux qui ne sont pas au gaz? Tout à fait. Toute la flotte est Euro 6 aujourd'hui. Et donc, on est passé de 60 litres au 100 dans les années 60. Moi, quand je suis rentré dans l'entreprise en 86, on faisait en moyenne 45 litres au 100. Et aujourd'hui, on est à entre 27 et 28 litres au 100 en moyenne. Donc évidemment, c'est le premier acte éco-responsable que d'avoir des moniteurs, des formateurs d'entreprise qui en permanence, si vous voulez, vont aider les conducteurs à avoir une conduite rationnelle. Alors justement, ils en pensent quoi, les conducteurs des camions gaz? Ça se conduit comment? Ça se conduit pas mal. Ça se conduit pas mal. Bon, moins de puissance, moins de couple, si vous voulez, ça c'est clair. Mais sinon, c'est silencieux, c'est plutôt agréable à conduire. Mais celui qui aime bien avoir de la puissance sous la pédale, si vous voulez, c'est sûr que là, aussi. Tout à fait. D'accord. Voilà, et en termes de coût, Monsieur Bilz, l'écologie c'est bien joli, mais tout ça a un coût. En plus, je suppose que vos clients, tout ce qui les intéresse, c'est le prix. Donc, enfin, surtout le prix. C'est cher de passer au gaz, au GNC, au gaz naturel compressé? Alors, je salue un de nos clients qui est présent, et je le laisserai parler tout à l'heure sur la partie coût et même sur la stratégie PepsiCo, tout à fait. Le surcoût d'un camion gaz est très important, hein, puisqu'on parle de 30%, 35% de plus qu'un thermique. Ensuite, bon, on peut avoir quelques aides ici et là, mais globalement, l'investissement est beaucoup plus cher que du tracteur routier au gaz. Par contre, maintenance, très très cher. Pourquoi? Parce que vous avez un espace d'entretien qui est fort réduit par rapport à un diesel. Un diesel, vous pouvez faire un entretien aujourd'hui tous les 80 000, voire 100 000 km, alors que sur une technologie de gaz, vous êtes obligé de faire vos entretiens tous les 20 ou 30 000. Donc ça veut dire immobilisation du camion pendant une demi-journée ou une journée, beaucoup plus souvent que sur un diesel, forcément, plus coût de la maintenance qui est plus cher que sur un camion diesel. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Après, en consommation, en usage, en coût d'usage au kilomètre hors entretien, en gaz pur, on consomme un peu moins, de l'ordre de 10 à 15% que le diesel. Et le coût du gaz est moins cher également que le diesel. Donc, on a globalement une économie au kilomètre entre 15 et 20%. En coût de revient de roulage par rapport au carburant, sur le carburant.
Voilà. Du coup, ça rend l'amortissement plus possible, mais beaucoup plus long, c'est ça? Oui, oui, il faut l'amortir sur une plus longue durée et puis et se dire que si on ne cherche que l'économie, c'est pas le bon, si vous voulez, c'est pas le bon créneau. L'idée, c'est de pas que ça ne surcoûte pas non plus trop cher, mais on est dans une vraie démarche éco-responsable. On se dit que voilà, on émet moins de CO2 et surtout moins de particules fines qui sont un fléau pour nous, pour la nature. C'est sûr, puisqu'il fera qu'un jour ou l'autre, les camions pourront plus accéder au centre-ville. Rapidement, je reviendrai plus tard avec vous sur le ferroutage et le fluvial. Quel est votre objectif en termes de transition de la motorisation de vos camions? Bah, écoutez, comme je le disais, le gaz est en test chez nous, on est en train d'analyser. Donc, le but, c'est de développer le gaz, mais pourquoi pas l'électrique ou l'hydrogène si les industriels sont capables de nous mettre à disposition du matériel qui fonctionne. Moi, on va voir ça tout à l'heure. Oui. On pouvait ne plus polluer du tout et tout en faisant du transport de façon aussi souple qu'aujourd'hui, hein, avec les moyens techniques, matériels et les autoroutes, etc. Aujourd'hui, on est capable de faire du transport extrêmement rapidement. Par contre, ça pollue. Voilà. Donc, si on pouvait demain réduire, voire supprimer la pollution par rapport au transport routier, on en serait les premiers satisfaits et tout le monde le serait. Et là, je n'ai pas la réponse. Ok, et bon, on verra ça. Vous testez. Je signale la parution d'un livre de mon confrère Jean-Claude Raspienjas aux éditions L'Iconoclaste qui s'appelle Routier, que j'ai lu en avant-première. Lisez-le, c'est la première fois qu'un confrère s'intéresse en s'embarquant dans les cabines des chauffeurs routiers. C'est formidable. C'est un super témoignage sur ce qu'est ce métier, sur lequel repose de plus en plus de contraintes aujourd'hui, livrer à temps et en plus faire attention à la consommation, aux émissions de gaz à effet de serre. Dans la green logistique, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des clients, PepsiCo. PepsiCo, vous utilisez les camions de Monsieur Dereau, vous êtes ch'ti, pas très loin de Oisier, site d'implantation de Bills de Roue. Vous êtes dans la bonne ville du Quesnoy, ville fortifiée par Vauban. À l'époque, la frontière passait par là, dans l'Avesnois. C'est très joli, l'Avesnois, c'est pas loin de chez mon père. Donc j'ai privilégié les ch'tis, les deux ch'tis de cette conférence au début. Vous êtes donc client de... vous payez le bon prix, vous, bien sûr, vous allez me dire, le petit surcoût lié à l'usage du GNC. Alors oui, je vous confirme, et je pense que ça ne surprendra personne, toute nouvelle technologie, je pense, a besoin en tout cas d'être testée et forcément les phases de test, d'expérimentation coûtent toujours plus cher, donc il faut des gens qui s'engagent et qui acceptent de payer un peu plus cher, c'est notre cas, pour nous permettre d'apprendre au contact du groupe Bills de Roue le fonctionnement de ces camions gaz. Alors vous êtes un nouvel adhérent du programme Fret 21 de l'ADEME. Vous vous êtes engagé à réduire vos émissions de gaz à effet de serre de 16% sur 3 ans. C'est sur l'ensemble de la chaîne, c'est sur l'ensemble de l'analyse de la cycle de vie ou c'est uniquement sur l'embouteillage et le transport? Alors, je me trompe complètement. Non, mais vous êtes tout à fait dans le vrai. Et peut-être pour redonner un petit peu de contexte, PepsiCo, le groupe PepsiCo s'est engagé à réduire globalement l'ensemble de son empreinte environnementale en masse absolue de 20% à l'horizon 2030. Et quand on regarde plus précisément en tout cas, sur l'Europe, parce que l'Europe a peut-être accès à davantage de technologies, à davantage en tout cas de moyens, l'objectif pour l'Europe est porté à 30% en masse absolue. Vous imaginez bien qu'en même temps, le groupe a des ambitions, on va dire, de croissance, comme toute entreprise, on va dire, qui se respecte. Donc, la diminution que nous devons faire est bien en masse absolue. Donc, il va nous falloir effectivement baisser et trouver un certain nombre de moyens et de solutions pour nous permettre d'arriver à ces résultats.
Alors je précise que vous n'êtes pas propriétaire des entrepôts, ni de camions. Vous déléguez, ce sont des sociétés tierces qui gèrent ça pour vous. Exactement. Et donc pour revenir à votre question, oui, notre engagement est de réduire de 16% sur la période des 3 ans. Et comment cela, je dirais, en faisant confiance, oui, aux partenaires qui travaillent pour nous, les entrepôts, les transporteurs, comme la société Bills, et qui eux-mêmes, dans leur métier, en tout cas, innovent, apportent de nouvelles solutions. Et c'est ensemble, effectivement, qu'on arrive à mettre en œuvre ce plan de réduction. Qui est basé sur quels axes? Donc à la fois utiliser vous allez privilégier des transporteurs Fred 21 ou la charte CO2, je ne sais plus comment elle s'appelle, de l'ADEME. Vous allez faire quoi? Alors, au risque peut-être un petit peu pas de choquer, mais je dirais que la meilleure énergie donc, est forcément celle que l'on ne consommera pas. Et donc, nous engageons, je dirais déjà, à réduire notre consommation de transport. Comment? En relocalisant au maximum la production le plus proche possible des consommateurs. Et vous faisiez... D'où l'implantation de l'usine à Le Quesnoy, pour vous rapprocher du bassin de consommation. Absolument. Donc, cette usine qui vient de sortir de terre, qui vient de produire ses premières bouteilles en pleine sortie de confinement. Donc oui, c'est l'exemple en tout cas de relocalisation. Ces produits étaient faits en dehors des frontières jusque-là. Elles sont faits dans le nord de la France. Donc c'est réduire, c'est charger mieux les camions, mettre plus de produits dans un camion. Donc ces deux actions-là permettent de réduire notre empreinte. C'est également éviter de faire rouler des camions à vide, absolument. Donc ces actions-là nous permettent de réduire l'utilisation de transport. Et ensuite, une fois qu'on a écumé tout ce que l'on peut faire de ce côté-là, il reste à optimiser la manière dont on utilise le transport. Et ça passe, oui, par des solutions multimodales. L'utilisation par exemple du train ou du maritime ou fluvial. Ça passe également par l'utilisation de transporteurs qui s'engagent à respecter un certain nombre de règles, et notamment celles mises en place par Objectif CO2, l'éco-conduite, M. Dereau en a parlé. Ça passe également par la mise en place d'énergie alternative, le gaz en électrique. Alors je reviendrai plus tard avec vous sur la mutualisation d'un côté et puis l'utilisation du ferré et du fluvial. Je continue ce premier tour de table. Monsieur Toussaint, Jung Heinrich, vous, ça fait longtemps qu'on est passé à l'électrique. Vous fabriquez les transpalettes des gerbeurs, est-il besoin de le préciser? Donc l'électrique, c'est depuis... alors vous êtes un groupe allemand, hein, vous êtes né à Hambourg en 45, enfin pas vous. Vous faites de l'électrique depuis les années 60, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Jung Heinrich, du coup, nous sommes un référent de l'intralogistique. Donc tout ce qui va se passer dans les entrepôts et les usines à chaque fois qu'on veut transporter une palette d'un point A à un point B. On est capable de fournir des solutions du coup, qui va du simple transpalette à des systèmes d'entrepôt tout automatisés. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est tout automatisé, oui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes les petits chariots jaunes, et effectivement, la mobilité électrique. Mais qui ne vous connaîtrait pas, Monsieur Toussaint, c'est impossible. Alors je ne sais pas, peut-être que parmi notre audience il y en a, mais du coup, oui, effectivement, la mobilité électrique, c'est quelque chose que l'on connaît très bien, qu'on a en fait fait depuis les années 50. Alors initialement, c'était sous format de batterie plomb dans nos chars élévateurs, parce que dans l'intralogistique, forcément, on est à l'intérieur et du coup, il faut éviter d'émettre des particules fines ou autres. Et aujourd'hui, on a la brique énergie de Jung Heinrich, c'est un axe vraiment stratégique depuis déjà presque 15 ans, avec le basculement vers une énergie plus plomb, mais une énergie batterie lithium-ion. Pourquoi? Parce qu'a priori, vos engins ont besoin d'un centre de gravité bas, donc le poids de la batterie au plomb n'est pas un problème. Pourquoi passer au lithium-ion?
Alors pour plusieurs raisons, en fait, le plomb a quand même beaucoup de contraintes fonctionnelles, avec des temps de charge qui sont très longs, avec des risques dans la manipulation. Il faut les remettre en eau, il faut les entretenir fréquemment. Le lithium-ion a énormément d'avantages fonctionnels qui donnent beaucoup de flexibilité à nos clients, avec vraiment des chariots qui sont tout le temps disponibles. Avec des temps de charge qui sont extrêmement courts et du coup, sans parler même de la consommation électrique, les batteries lithium-ion consomment en gros 20% de moins, 20% de moins d'énergie que les chariots à batterie plomb. Et en plus, ça permet aussi de concurrencer les chariots thermiques et du coup de basculer des chariots thermiques vers des chariots à technologie électrique équipés de batteries lithium-ion. Chariots thermiques au gaz, hein, c'est ça? Oui, voilà. Alors, il existe des chariots thermiques à gaz et des chariots thermiques au diesel. Et aujourd'hui, c'était compliqué de concurrencer ces chariots avec du plomb, même si au final, avec du plomb, on avait une fonctionnalité du chariot qui était équivalente. Avec le lithium-ion, on gagne en compétitivité et on gagne en performance de nos chariots. Et c'est pour ça que Jung Heinrich a été pionnier en fait, de cette technologie. En 2011, on a commercialisé le premier chariot lithium-ion du marché. Et depuis du coup, presque 10 ans, on développe énormément cette technologie. On investit et ça chauffe massivement. pas vous savez ce qu'on dit sur le lithium-ion, hein, ça chauffe, il y a un risque d'incendie si les groupes de batteries sont trop proches les uns des autres. Comment vous gérez ça? C'est une gestion électronique? C'est dans la conception des chariots ou vous avez une technologie particulière? Oui, alors il y a deux choses à bien noter. La première, c'est que Jung Heinrich produit ses propres batteries lithium-ion et toute l'électronique qui la compose. Vous l'achetez pas en Chine? On l'achète pas en Chine. On assemble cela et c'est aujourd'hui un facteur très différenciant sur le marché. On assemble tout cela dans nos usines en Allemagne. Donc on a la main sur la conception de l'électronique qui va piloter la batterie, qui est un peu le cerveau de la batterie, donc qui aussi pilote la sécurité de cette batterie. Et donc c'est le premier point qui nous permet de garantir la sécurité de la batterie lithium-ion. Et le deuxième point, vous gardez l'essentiel de la valeur ajoutée. Elle ne part pas en Chine. Oui, alors oui, effectivement. Après, il y a toujours des composants. On est fabricant de chariots. On va pas construire de A à Z tous les composants. Mais effectivement, une grande partie de la valeur ajoutée est préservée dans nos usines. Donc, pardon, je vous ai coupé sur la technologie. Donc, vous fabriquez vos batteries. En plus, ce que vous n'avez pas dit, c'est une technologie particulière, hein, lithium fer phosphate, qui a plus d'avantages que le lithium-ion classique, notamment par rapport au dégagement de chaleur et au temps de charge. Je me tais, je vous écoute. Oui, effectivement. Alors, on utilise une technologie qui s'appelle le lithium fer phosphate, qui a la particularité d'être un peu moins dense en énergie, c'est-à-dire que pour la même masse, on est capable de stocker un peu moins d'énergie que ce qu'on a par exemple dans nos téléphones portables ou dans beaucoup de véhicules électriques particuliers. Mais en soi, la densité énergétique n'est pas un problème pour nous parce que vous l'avez très bien dit, nous avons besoin de masse dans nos chariots. Et le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle n'a pas tendance à s'auto-enflammer comme peuvent avoir certaines autres technologies lithium. Le deuxième avantage de cette technologie lithium fer phosphate, c'est qu'on n'utilise pas de cobalt, qui est une matière assez sensible au niveau de son approvisionnement. D'accord. Donc vous n'avez pas ce problème des terres rares, des métaux rares, pardon. Vous pouvez vous en passer, ce qui, comment dirais-je, ce qui a un impact environnemental meilleur, et puis même en termes d'approvisionnement, vous êtes plus serein. Oui, alors attention, il faut pas. Enfin, le cobalt n'est pas une terre rare. En revanche, c'est une matière qui est assez sensible au niveau de son extraction. On utilise des terres rares, mais dans beaucoup d'applications, les terres rares ne font pas. En tout cas, dans les batteries lithium-ion, il n'y a pas de terres rares. Ok, très bien. En termes de coût, c'est plus cher. Même question que tout à l'heure à Monsieur Bill, c'est plus cher qu'un transpalette, un gerbeur d'avant. Donc un gerbeur sur le marché thermique. Ça va dépendre de la typologie de chariot. Aujourd'hui, effectivement, il y a sur une grosse partie des typologies un surcoût. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte diminution des prix, une vraie courbe descendante des prix sur le marché. Et en fait, une grosse particularité du lithium-ion, c'est qu'on est capable, avec une plus petite batterie, de répondre à la plupart des applications de nos clients qui demandaient beaucoup de batteries, des batteries plomb beaucoup plus grosses. Et donc en fait, au kilowattheure embarqué, on
on arrive à être très compétitif, notamment sur les petites typologies de machines. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde à la fois le coût d'achat et tous les coûts d'utilisation, donc le coût de possession total d'un chariot lithium-ion, il y a énormément d'applications où ce coût de possession total est beaucoup plus intéressant quand on est en lithium-ion. Et vous faites de la maintenance sur site, hein. Vous avez 500 techniciens qui se déplacent pour s'occuper des batteries. Oui, tout à fait. On a plus de 550 techniciens qui sont répartis sur le territoire français, qui interviennent sur le site. On a aussi développé, justement dans la stratégie globale de l'entreprise autour du lithium-ion. Donc c'est une stratégie bien sûr de vendre des chariots équipés de batteries lithium-ion, mais c'est aussi une stratégie qui est multi-business, où on a du coup l'occasion, la location et le SAV qui font partie imprégnante de cette stratégie globale. Et du coup pour le SAV, on développe beaucoup de camionnettes spécialisées en fait. Donc les techniciens sont équipés d'une camionnette qui est un atelier mobile où ils vont pouvoir réparer chez les clients des batteries lithium. Bon, alors, et l'hydrogène dans tout ça, monsieur Toussaint? Vous n'êtes pas sur l'hydrogène comme tout le monde? Alors l'hydrogène dans l'intralogistique, effectivement, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites autour de l'hydrogène en ce moment, et c'est très intéressant, que ce soit dans l'intralogistique, mais surtout dans d'autres domaines d'application. L'hydrogène, on est capable d'offrir à nos clients cette solution. C'est pas aujourd'hui un axe stratégique dans l'intralogistique, en tout cas du point de vue de Young & Rich, parce que l'hydrogène nécessite souvent une infrastructure de recharge qui est coûteuse, et cette infrastructure de recharge, elle ne peut se justifier pour des clients qui ont quelques petits chariots dans leur entrepôt. Donc le lithium-ion en fait permet de pénétrer l'ensemble du marché, alors que l'hydrogène se contenterait uniquement de clients qui ont des gros parcs de chariots avec des utilisations particulièrement intensives. Très bien. On va aborder la question de l'hydrogène. Merci. Avec vous, Sébastien Jean, vous êtes le monsieur hydrogène et pile à combustible chez Michelin, cette co-entreprise fondée par Michelin et Faurecia. On en est où? Tout le monde en parle. Il semble qu'il se passe des choses aujourd'hui sur l'hydrogène. Alors déjà, petite leçon de choses. La pile à combustible, souvent tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. En 2 mots, pouvez-nous la décrire? Oui, tout à fait, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hydrogène en ce moment, et on revient pas un peu sur ce qu'est fondamentalement l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz qui est le gaz le plus présent dans l'univers. Vous en avez énormément sur Terre sous forme d'eau. Donc il n'existe pas l'état naturel, mais on a des stocks relativement importants à travers les océans et l'eau. Et pour obtenir effectivement, transformer l'hydrogène en électricité ou l'inverse, on va utiliser ce qu'on appelle de l'électrolyse. Je vais vous rappeler au cours de chimie de 5e. Vous mettez 2 câbles électriques dans un verre d'eau. Alors, ne le faites pas chez vous. Ça va faire des bulles. Ça fait des bulles. Voilà. Vous allez fracturer la molécule d'eau. D'un côté, vous allez avoir de l'hydrogène, et de l'autre, vous allez avoir de l'oxygène. Et les piles à combustible qu'on va installer effectivement dans les différents véhicules va faire exactement le système inverse. Vous allez mélanger dans ces piles de l'hydrogène avec de l'air ambiant. Ça va faire 3 choses. Ça va reproduire de l'électricité, ça va reformer de l'eau, et ça va produire de la chaleur. Voilà. Donc on n'émet que de la vapeur d'eau. Exactement. De la vapeur d'eau et de la chaleur, tout à fait. Et quel est l'intérêt par rapport à du lithium fer phosphate en termes de densité énergétique, en termes de temps de recharge? Quel avantage sélectif a-t-on, et pour quel marché c'est le plus évident? Alors aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène permet de répondre à un certain nombre de contraintes, surtout ce qui va concerner la mobilité. Premièrement, c'est une énergie qui est extrêmement dense. On dit qu'en gros, avec 1 kg d'hydrogène sur un véhicule léger, vous allez faire à peu près 100 km. Pour vous donner quelque chose de comparable, excusez-moi, sur un véhicule diesel classique, pour faire à peu près 600 km, vous allez brûler environ 33 kg de diesel, si on le fait en poids. Et en équivalent, vous allez brûler 6 kg d'hydrogène. Donc on voit que sauf qu'effectivement, il y a une densité très forte en masse, mais pas en volume. Du coup, il faut le compresser ou le liquéfier, ce qui consomme de l'énergie d'ailleurs. Voilà. Il faut effectivement, aujourd'hui, dans tout ce qui va concerner la mobilité, poids lourd, et la mobilité des véhicules légers, on va être effectivement sur des techniques de compression du gaz. On a deux normes qui sont 350 bars et 700 bars, ce qui permet effectivement d'embarquer un volume utile pour pouvoir avoir une autonomie qui soit intéressante pour le professionnel. Donc la pile à combustible doit être rechargée de toute façon en hydrogène compressé.
Exactement. Et vous avez un système, c'est un des intérêts du système hydrogène, c'est que vous allez, quel que soit le type de véhicule, aller faire votre plein d'hydrogène comme vous faites aujourd'hui votre plein d'essence ou de diesel. Vous allez aller dans des stations-service qui sont évidemment proposant de l'hydrogène. Vous avez un pistolet qui est exactement le même que celui, qui ressemble à celui que vous avez dans une station classique. Vous le mettez dans la petite trappe prévue à cet effet et vous allez pouvoir recharger vos véhicules. Alors, sur les véhicules légers, ça se fait en moins de 5 minutes et après, à terme, sur les poids lourds, on sera sur des pleins qui vont prendre un peu moins de 4 minutes, effectivement. 4 minutes, mais encore faut-il avoir des stations de recharge. Déjà qu'on en a, Jean-Claude Giraud nous le dira tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup en France par rapport à d'autres pays comme l'Italie. Pour le gaz, j'imagine que pour l'hydrogène, c'est encore pire. Même si certaines régions, vous allez nous en parler, sont en train de s'y mettre. Exactement. On est sur un marché qui est en création. Vous parliez tout à l'heure de la joint venture qui a été créée entre Forestia et le groupe Michelin à travers Symbio. Symbio, donc, il y a un fabricant français de piles à combustible. Et à travers cette création, on travaille aussi au développement effectivement d'écosystèmes sur le territoire français, en collaboration avec les autres pays européens, puisque l'intérêt aussi de l'hydrogène aujourd'hui, c'est que c'est une technologie qui fédère la plupart des grands pays d'Europe. Donc voilà, on travaille conjointement avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Angleterre, etc. Donc c'est aussi quelque chose d'important à souligner. Et par rapport au déploiement des stations, si je reviens sur le cas français, on se place au niveau des régions. Effectivement, vous en parlez tout à l'heure, on est en train de travailler aujourd'hui, avec la région Aura, à travers une société qui s'appelle Impulsion. Auvergne-Rhône-Alpes, je précise. Et qui va déployer d'ici 2 ans une vingtaine de stations sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez un projet qui s'appelle EasyMob avec déjà 9 stations opérationnelles sur la région Normandie, et vous avez des projets, vous en avez en Ile-de-France, etc. Donc l'objectif des professionnels de l'hydrogène, c'est qu'on est entre 400 et 800 stations à l'horizon 2030, avec une montée, je dirais, en puissance régulière tous les ans. On va commencer effectivement autour des grands centres urbains, et puis après commencer à mailler les autoroutes et puis l'ensemble du territoire. D'accord. Et il y a un quai des énergies qui s'est monté sur le port Édouard Herriot à Lyon, qui distribue toutes les énergies alternatives et à terme de l'hydrogène, fabriqué par les éoliennes de la Compagnie nationale du Rhône sur le port de Marseille et par le barrage de Pierre-Bénite. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est en train de se lancer à l'échelle lyonnaise, effectivement, avec le soutien massif de la région. Pour terminer, Michelin, vous faites de la voiture, du camion, vous faites tout ce qui roule. Quel constructeur va sortir des véhicules utilitaires, des véhicules pour nos amis qui nous regardent? Ils sont 273, c'est beaucoup. À quel horizon, quel constructeur, quel type de véhicule sera équipé en pile à combustible dans les années à venir? Oui, tout à fait. Alors Michelin ne fabrique pas de voiture, ça ne nous aura pas échappé. Nous, on fabrique des pneus pour équiper effectivement l'ensemble des produits. Non, mais plus sérieusement, sur tout ce qui va concerner la livraison du dernier kilomètre, et je pense en particulier les professionnels de la logistique qui vont être impactés fortement par la mise en place des zones à faible émission à partir de l'année prochaine. Vous avez des véhicules utilitaires hydrogène qui vont être commercialisés. Alors, en l'occurrence, le premier constructeur sera Renault, puisque vous avez un Kangoo hydrogène qui va sortir à la rentrée de cette année, et un Master hydrogène qui arrivera milieu de l'année prochaine. Et puis après, vous avez des véhicules qui vont arriver assez régulièrement. Sur la partie poids lourd, il y a des expérimentations qui sont conduites en ce moment. Vous avez l'entreprise Green GT qui est en train de faire des tests en Suisse en ce moment, avec une arrivée des premiers poids lourds en commercialisation à partir de 2023. Et vous avez les grands constructeurs effectivement qui sont partis sur cette technologie, puisque vous avez dû voir dans la presse il y a quelques semaines la JV entre Daimler Trucks et Volvo Trucks, à hauteur de 1,5 milliard d'euros, pour pouvoir développer effectivement des piles à forte puissance pour équiper à terme leur poids lourd. En fait. Très bien. Monsieur Bilz, Monsieur Guichard, ça vous inspire l'hydrogène? Ça vous rassure? Je vois que vous prenez des notes consciencieusement. Vous êtes déjà en train de signer un chéquier, de faire un plan d'investissement. Monsieur Bilz, l'hydrogène, rapidement, je vais passer la parole ensuite à messieurs Giraud et Mongeard. Ça fait partie de vos objectifs, l'hydrogène? Non, mais si... Allez-y. L'objectif, oui et non. J'ai envie de dire... tout produit qui sera commercialisé et qui nous permettra de moins polluer sera bien évidemment très, très, très bien vu et fera l'objet d'investissement de notre part. Mais n'oublions pas le côté pratique, c'est-à-dire des stations de service, des autonomies quand même assez importantes, parce que si vous devez faire le plein 3 fois par jour,
ça ne peut pas fonctionner. Donc, mais dès que ça va fonctionner, tout ce qui pourra moins polluer sera investi chez nous, ça c'est clair. Monsieur Guichard, vous y pensez à l'hydrogène? En tout cas, pour prolonger le propos de M. Bills, pour nous, toutes les solutions qui permettront d'avancer, en tout cas sur un transport plus green, on les étudiera et on les accompagnera. Le groupe a d'ailleurs acheté, je crois, les 1000 premiers camions Tesla aux États-Unis il y a quelques années. Il y a 2 ans. Donc voilà, on teste tout ce qui peut en tout cas nous permettre de répondre à nos ambitions, comme je l'ai dit, de réduire en valeur absolue nos émissions. Ça a donné quoi ces tests d'ailleurs? Donc là, je n'ai pas les résultats, mais en tout cas, c'est des tests qui se passent aux États-Unis. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, okay. Mais... Très bien. Monsieur Giraud, en attendant l'hydrogène, il y a quand même une énergie qui est bien là, encore pas très utilisée, mais qui monte. On peut la considérer comme certains, comme une énergie de transition vers peut-être l'hydrogène. En tout cas, le gaz, ça marche. Et vous êtes là pour le défendre. Même question tout à l'heure que pour Monsieur Jean. Définissez-nous les termes pour nos amis, sont 272 qui nous regardent. GNV, GNC, GNL, biogaz, qu'est-ce que c'est? Petite leçon de choses avec vous, Jean-Claude Giraud. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc alors déjà un petit mot sur GNV. Ah, voilà. Et vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend bien maintenant. Un petit mot sur l'Association française du gaz naturel. Oui, on vous entend. Effectivement, et on peut passer les slides d'ailleurs, qui présentent nos membres, qui sont aujourd'hui tous les énergéticiens. Bien sûr, les traditionnels comme Engie, GRT Gaz, GNVR, mais Total, Shell, et puis bien évidemment aussi Gazprom. Mais tous les constructeurs de camions sont présents, ce qui prouve et ce qui confirme ce qu'ont dit les intervenants précédents, que les constructeurs de camions développent le gaz de plus en plus, puisqu'il y a une demande des transporteurs et des chargeurs, pour les raisons que nos intervenants ont dit, mais aussi pour les raisons Voici votre présentation, Jean-Claude. Que je vais vous préciser. Donc, on peut passer effectivement le premier slide qui résume un peu ce que je disais sur tous nos membres, et vous voyez apparaître, oui, il y a 115 membres aujourd'hui, donc des grands noms de la construction. Alors en voiture léger, nous avons que 2 marques aujourd'hui, c'est Seat et puis Fiat utilitaire, puisque les autres constructeurs, pour l'instant, ont pris la décision de se développer plus en électrique. Mais je rappelle que tous les constructeurs, dans les années passées, faisaient du gaz, et c'est une technologie qui existe et qui n'a pas besoin de tests supplémentaires. Les tests sont faits aujourd'hui en grandeur nature par nos clients, par les clients qui utilisent le gaz. Et effectivement, on vous a confirmé que si, pour l'instant, vu le manque de volume des constructeurs, l'achat est plus cher qu'un véhicule diesel, en TCO, en coût d'entretien sur la durée de vie du camion, ça s'équilibre largement puisque le gaz est beaucoup moins cher. Et vous pourrez voir sur le deuxième slide qu'effectivement, nous avons quelques aides, alors moins que dans l'électrique, mais nous avons quelques aides comme les dispositions fiscales qui ont été adoptées pour conserver le niveau de TICPE de 2017 jusqu'en 2022, et nous avons des suramortissements aussi jusqu'en 2021. Vous pouvez voir sur le slide les pourcentages quand même importants. Et il y a des aides aussi ponctuelles. Par exemple, la ville de Paris donne aussi des aides pour s'équiper en camion ou utilitaire en gaz. J'ai noté sur cette slide une petite particularité pour un exemple de nos amis allemands qui effectivement depuis mai de cette année ont décidé que les péages seraient gratuits pour les véhicules gaz, et ça jusqu'en 2023. Ce sont des aides effectivement qui sont très intéressantes. Donc ensuite, on peut
On parlait des stations tout à l'heure. Les stations, effectivement, on a une ambition assez importante. On a à peu près 6 mois de retard pour l'instant, ce qui n'est pas énorme vu les 3 mois pris rien qu'à cause du Covid. Mais nous avons 144 stations d'avitaillement aujourd'hui en GNC et GNL. Donc, juste une petite précision, c'est gaz naturel comprimé, compressé ou gaz naturel liquéfié. Hein. Ou liquéfié. Ou liquéfié. Et en juin 2021, c'est-à-dire dans un an, nous aurons entre 228 et 250 stations. Nous avions prévu 250 stations au 31 décembre 2020, donc je vous dis, on a à peu près 6 mois de retard. Mais comme en GNC et surtout en GNL pour les camions, les autonomies sont pratiquement identiques que pour le diesel et que beaucoup s'équipent en stations privées, donc ce n'est pas un problème comme d'autres stations de recharge pour d'autres énergies alternatives. Donc l'ambition est forte. On constate que beaucoup de transporteurs s'équipent effectivement non seulement pour des raisons de coût, pour des raisons d'environnement, effectivement, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, nous, avec un véhicule gaz, il y a beaucoup moins de CO2, il y a beaucoup moins de particules, et il y a un confort pour les chauffeurs, puisque un camion, et pour les villes, puisqu'un camion gaz fait 50% de moins de bruit qu'un véhicule diesel. Donc ce qui est intéressant pour les livraisons de nuit, et intéressant dans les villes pour éviter ces nuisances sonores, parce qu'on parle toujours des nuisances gaz, mais la nuisance sonore est quand même très importante aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est un avantage de plus pour les véhicules gaz. Très bien. On passe à la slide suivante. Voilà. Ouais, donc là, vous voyez un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire nos objectifs en 2030 qui sont très importants en termes de nombre de véhicules, en termes de nombre de stations, parce qu'effectivement, ça doit être quand même corrélé. J'insiste aussi sur le fait que en développant la méthanisation du gaz, on dépasse encore les chiffres extrêmement important et extrêmement intéressant pour l'environnement. Et en plus, la méthanisation est vraiment, on rentre vraiment dans l'économie circulaire, puisque c'est l'utilisation de déchets agricoles ou ménagers, un méthaniseur qui permet de fabriquer du gaz. Donc c'est recyclage de ces déchets pour fabriquer du gaz. Et donc ça, non seulement c'est une économie circulaire, ce qui veut dire qu'on réutilise tous ces déchets, qu'on ne peut pas délocaliser ces méthaniseurs, et donc des emplois locaux, des emplois français, et un complément de revenus pour nos agriculteurs qui en ont bien besoin en ce moment. Très bien, très bien. Voilà. Donc ce cap de 2030 qui résume un peu ce que je vous ai dit, et ce slide mentionne aussi l'étude FPEN que je vous incite à regarder sur le site de la fgnv.org qui démontre que sur l'analyse du cycle de vie total d'un véhicule, et ce qui a été conforté par le projet Équilibre, enfin qui n'est plus un projet, puisque c'est une réalité par les transporteurs qui ont fait maintenant 1 million de kilomètres et aujourd'hui même plus pendant 2 ans, et qui peuvent attester la réalité de nos propos, qu'ils soient au point de vue consommation, au point de vue autonomie, au point de vue économique. Donc sur l'analyse du cycle de vie, le gaz est très intéressant pour tous les points de vue que je viens de développer. Très bien, très bien. Monsieur Bills, vous avez une station en propre chez vous? Comment vous faites pour alimenter vos 3 camions? Alors pour l'instant, non, pas de station en propre, parce que 3 camions, voilà, ce n'est pas suffisant. Donc nous avons 2 stations à Dourges, très proches l'une de l'autre. Donc on est à 10 km de Dourges, donc on n'est pas gêné par ça, et on réfléchit également à investir dans notre propre station gaz, voire hydrogène pour la suite.
Voilà, mais j'en dirai pas plus. D'accord. D'ailleurs, Monsieur Giraud, rapidement, on peut avoir deux réseaux proches l'un de l'autre, alimentation en gaz et alimentation en hydrogène, ou c'est des choses qui sont complètement différentes? Non, c'est pas tout à fait différent. Il y a beaucoup aujourd'hui de stations hydrogène c'est du gaz en fait. Hein. Donc c'est pas vraiment différent. Et quand on prend l'exemple de grandes marques qui sont nos clients, comme je l'ai montré tout à l'heure, comme Total ou Shell, ils envisagent dans de mêmes stations de développer ces différentes énergies alternatives, donc ce qui renforcera le nombre de stations et la facilité pour l'utilisation des véhicules. Très bien. Monsieur Mangeard, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Est-ce qu'il suffit de changer de motorisation pour être TK Blue compatible, pour être bien noté par vous, pour être compatible avec un engagement environnemental et de faibles impacts et des impacts réduits, en termes de climat? Alors vous avez 29 secondes, hein, c'est le temps que vous vous accordez sur votre site pour présenter TK Blue. Je plaisante, mais en quelques secondes déjà TK Blue. Non, on peut le faire en quelques secondes. Bon, d'abord, je commencerai par dire bonjour les amis, parce qu'on se connaît tous. On est tous autour de la table, on se connaît tous dans ce sujet depuis longtemps. Pour moi, la green logistique, c'est évidemment cet élan personnel, cet élan éthique, cet élan d'entreprise, cet élan de communication, mais c'est aussi un élan de productivité. Si on pouvait passer quelques slides, c'est-à-dire, je me suis engagé dans le développement durable du transport depuis 1999, quand j'ai créé avec le groupe LOR, les autoroutes ferroviaires, et plein de choses après. J'ai confirmé il y a 10 ans en créant TK Blue, parce que je pense vraiment que cet engagement éco-sociétal des entreprises, c'est de l'argent. C'est de l'argent pour elles, c'est de l'argent pour la société, donc les consommateurs, les actionnaires, c'est de l'argent pour le système en général, c'est moins de consommation d'énergie, c'est moins de nuisances. Donc, pour résumer, on a monté un modèle avec TK Blue qui est un modèle compatible avec tous ceux qui sont de bonne volonté, puisque nous proposons de gagner de l'argent. La slide suivante est très claire. Comment? Eh bien, c'est une vision que nous avons de réduire le coût du transport, non pas en tordant le cou au transporteur, en disant moins cher, mais en tordant le cou à la non-qualité. La non-qualité, c'est ce qui coûte le plus cher dans le transport par rapport à la décision qu'on a prise, c'est-à-dire que les études d'Ernst & Young, de Price, etc., démontrent que le coût du transport réel, c'est 2 fois le prix de la facture du transporteur. Et là, ce petit diagramme est assez explicite. Qui ne peut dire qu'il n'y a pas de camion en retard, qu'il n'y a pas de marchandises abîmées, qu'il n'y a pas de marchandises mouillées, qu'il n'y a pas de clients mécontents, qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires, qu'il n'y a pas de transferts coûteux? Personne ne peut dire ça. Donc, notre sujet à nous, ça a été de dire on va réduire la non-qualité du transport, donc ce coût-là, et améliorer le coût économique du transport. Donc, on va essayer de gagner 2 fois. La slide suivante résume ce que c'est qu'un engagement RSE. Je n'aime pas trop le mot green logistique. Je préférerais le mot RSE logistique, même si green me fait penser à la couleur du billet de dollar, et c'est vrai que la green logistique, ça rapporte de l'argent. Mais soyons objectifs, les Américains l'expriment bien pour une fois. C'est le PPP qui est intéressant. Ce n'est pas seulement de réduire les émissions de CO2. Tout le monde le fait parce que tout le monde sait compter, et c'est réduire les consommations de carburant ou utiliser des carburants moins chers. C'est surtout, je dirais, la RSE, s'occuper des gens et de la planète. Pas que de la planète. Les gens, c'est les nuisances. Donc j'ai entendu Monsieur Bills, j'ai entendu notre ami Giraud dire effectivement, ce qui est important aussi, c'est les nuisances externes. Alors, Giraud a parlé du bruit, le bruit. Lui, ça parle des particules, tout le monde s'entend bien sur ces sujets-là. Donc il faut faire attention aux gens. Il y a 500 000 morts par an des particules en Europe, il y a 1000 milliards d'euros d'externalités négatives dans l'Europe de l'Ouest. Donc moi je suis un peu sidéré que 10 ans après, on ait encore ce sujet qui consiste à dire la green logistique, c'est moins de CO2. Ce n'est pas vrai. La green logistique, c'est une logistique plus performante et qui nuit moins à la population. Et c'est intéressant pour le 3e P de profit, puisqu'effectivement, si on fait ça, si on sauve des gens, si on protège des gens, eh bien on a une meilleure image. Mais on a aussi de meilleurs résultats en réduction de la non-qualité. Et puis la green logistique, pour moi, c'est enfin parler vrai, c'est avoir une vraie compliance. Aujourd'hui, je suis un peu agacé, chacun le sait, par toutes ces déclarations des uns et des uns, des objectifs des uns et des autres, qui sont simplement, je dirais, des bonnes intentions qui ne sont pas de la mesure. Le leitmotiv de TK Blue, c'est ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc je veux bien qu'on lance des mesures pédagogiques de remplir mieux les camions, de choisir les meilleurs camions, etc. Mais ça serait quand même plus sage que les gens mesurent opération par opération
plutôt que se disent, bon, j'ai fait un effort, j'ai fait de l'éco-conduite, donc ça doit faire moins 5% de consommation, et ceci et cela. La slide suivante va dans le sens du propos que je tiens, qui est la mesure exacte et la seule et unique condition, mais elle est essentielle, pour faire des progrès. Tant que la totalité de la planète, pour l'instant c'est presque la totalité, parce que j'ai très peu de pourcentage de part de marché, malheureusement, continue à utiliser des facteurs d'émission moyens, un train c'est un train, un navire c'est un navire, un camion c'est un camion, on est foutu. On est foutu parce que tout le monde a 20 sur 20. Je ne sais pas si vous ramenez l'émission de Jacques Martin, à la fin tous les gosses avaient 10 sur 10. Alors c'est pratique aujourd'hui. Grâce à ces tableurs, tout le monde a 10 sur 10. Je ne suis pas d'accord, hein, c'est important pour moi de bien mesurer. Et la slide suivante, et elle arrive. Il y en a, non, il n'y en a plus, j'avais décidé de faire très court. Le résumé de tout ceci, parce que je savais que l'important dans une affaire pareille, c'était le débat, c'est de dire pourquoi aujourd'hui, y a-t-il encore des grands groupes qui continuent à se contenter de signer des engagements, comme moi je m'engage à faire des engagements quand j'ai décidé de maigrir, je dis je vais faire du sport. C'est bien de l'avoir dit. C'est sûr que c'est une promesse que je vais maigrir. Mais si je ne monte pas sur la balance, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, c'est un faux débat que je lance autour de moi. Je ne vais pas maigrir si je ne me mesure pas. Et quand bien je maigris, eh bien, je suis désolé, personne ne va pas. Donc, mais tout ça, c'est bien joli. Concrètement, vous proposez quoi? Des indicateurs de résultats multifactoriels? Je propose des indicateurs de performance opération par opération, véhicule par véhicule. Nous sommes organisés pour ça. Aujourd'hui, des très grands noms comme Amazon, Unilever, Leroy Merlin, etc. nous font confiance et on le fait très bien. Je propose des outils qui permettent d'améliorer la performance. Je propose des outils qui lient le donneur d'ordre avec son transporteur sur des objectifs raisonnables et raisonnés qu'on va atteindre ensemble. Je propose qu'on ne s'arrête pas à la mesure du CO2, c'est quand même le message essentiel, qu'on mesure aussi les externalités négatives. C'est quand même scandaleux qu'aujourd'hui les gens soient confinés par Madame la maire de Paris à dire tous les camions ne rentrent pas. Vous savez pourquoi? Parce que les camionneurs, parce que les donneurs d'ordre n'ont jamais bien communiqué sur ce sujet-là. Si Madame Hidalgo entendait répondre tous les jours que le GNV, que les 0,6 ne font plus de particules, on ne parlerait plus de cette affaire-là. Donc moi, j'encourage tous les participants qui s'intéressent à la green logistique d'élargir le scope à l'ensemble des externalités négatives et de mettre en place une mesure sérieuse de leurs émissions pour, évidemment, les réduire et éventuellement les compenser. Le neutral carbone est une chose intéressante. Et je profite pour faire un coup de pub à Tekablou. Tekablou vient de créer Global Climate Initiative, qui est une initiative mondiale sur laquelle on a déjà des centaines de partenaires, qui fait exactement ce que je viens de vous dire pour le transport, mais pour tous les secteurs d'activité. L'industrie, le commerce, l'hôtellerie, la restauration. Global Climate Initiative, c'est Tekablou puissance 10. Ça vous intéressera tous, parce que dedans, il y a le transport, et ça vous intéressera tous, parce que enfin vous aurez le même message pour toutes les divisions de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle entre gens de la supply chain. Eh bien, aujourd'hui, Global Climate Initiative, c'est une initiative qui veut que tout le monde dans l'entreprise parle de la même chose, tout mesurer, bien le réduire et donc progresser ensemble. Avec votre expérience, Philippe Henri-Mongeard, je vous repose la question de tout à l'heure. Est-ce que changer la motorisation des camions, éventuellement, oui, faire de l'éco-conduite, c'est le levier principal? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui ont une action peut-être moins visible, mais plus pérenne? Il n'y a que des professionnels autour de cette table ronde, donc tout a été dit. Hein. Le transport le plus efficace d'un point de vue énergétique, c'est celui qu'on ne fait pas, donc le meilleur remplissage des organisations logistiques. Donc c'est l'organisation logistique aussi qui est un levier en soi. L'organisation logistique, c'est le premier point. Après c'est le report modal. J'ai créé l'autoroute ferroviaire, j'ai beaucoup aidé le canal Seine-Nord. Je crois beaucoup à ça. Malheureusement, pour des raisons du flux tendu, etc., ça ne marche pas bien. Mais il suffit de s'y mettre. Toutes les équations économiques sont bonnes, pour autant que. Ensuite, il faut évidemment, au-delà de ça, à l'intérieur d'un mode, choisir le bon véhicule. Parce que ce n'est pas stupide de voir des gens très importants, des grands industriels qui continuent à alimenter des flopées de VUL pour gagner 3 francs 6 sous alors qu'ils pourraient se les faire livrer par les 32 tonnes. Ensuite, c'est l'énergie. C'est vrai que Giraud a raison, le GNV c'est mieux. L'hydrogène, c'est la panacée. Je pense qu'on y arrivera. Donc, tout doit être lié. Et évidemment, au bout du bout, que ce soit pour le diesel, pour le gaz, pour l'hydrogène, l'éco-conduite, c'est essentiel parce qu'au-delà de la performance environnementale, c'est moins d'accidents, c'est moins de congestion. Les gens qui sont responsables au volant sont des gens qui créent moins de nuisances globales. Il n'y a pas que l'énergie dans la vie.
Justement, sur le report modal, Monsieur Guichard, qu'est-ce qui vous a fait passer au ferré et même au fluvial, si ma mémoire est bonne, alors même qu'on ne cesse de dire pour le fluvial que les frais de manutention grèvent le coût. Le ferré, on n'en parle même pas, tout le monde dit que c'est inutilisable en France. Qu'est-ce qui vous a fait passer sur ces moyens de transport alternatifs et qui ne sont pas vraiment dans d'autres pays? La même recherche dont on parle depuis près d'une heure, c'est effectivement de limiter notre empreinte environnementale dans des moyens qui et pas nécessairement des coûts, et dans des moyens qui, bien utilisés et bien compris, peuvent être aussi performants. Je dirais, sur une liaison, vous avez parlé de Dourges à quelques reprises, de Dourges vers le sud-est ou sud-ouest de la France, il y a des liaisons effectivement extrêmement performantes et les trains circulent la nuit. La marchandise arrive plus même rapidement, en tout cas dans ces zones, compte tenu de la distance. Donc il y a une place pour le train, pas pour n'importe quel type de flux. Mais c'est pour quel type de flux, quel type de marchandises? L'ensemble des marchandises que nous commercialisons, donc que ce soit boissons ou chips, produits apéritifs, l'intégralité de nos gammes de produits transitent en tout cas par ces lignes-là. D'accord. Et le fluvial? Alors le fluvial, c'est quelque chose que l'on regarde pour des projets à venir. Par contre, nous débutons, on va dire, du maritime pour des approvisionnements, cette fois-ci d'usines à entrepôts, des usines qui sont un peu distantes, du type au Portugal ou en Espagne, pour alimenter nos entrepôts du nord de la France. D'accord. Monsieur Bills, vous êtes un routier qui fait aussi du ferré et de la barge depuis Dourges. Même question, c'est en termes de coût, le jeu en vaut la chandelle, c'est un pari sur l'avenir, c'est un marché qu'il y avait à prendre. Le transport, le ferroutage, le transport ferroviaire a toujours été un mode de transport, comment dire, écologique déjà d'une part. Donc oui. C'est vrai que moi je ne comprends pas. Plus les années passent, moins on a d'infrastructures pour faire du transport ferroviaire. Bon, mais donc c'est effectivement. Bon, vous devez bien savoir pourquoi, je suis sûr. D'un point de vue écologique. Ah bah écoutez, il faut demander à la SNCF et puis au RFF et puis peut-être au gouvernement. Mais il n'est pas logique d'avoir des solutions de ferroutage aussi faibles, même si elles existent aujourd'hui. Mais si vous voulez, c'est quand même assez compliqué de faire venir des trains. Nous, en tant que logisticiens, nous avons 4 entrepôts embranchés ferroviaires. On est incapable de faire venir des trains. Veut pas arriver. Pas parce qu'on ne sait pas, c'est parce que... Exactement. Donc, tous les jours, il se démonte des kilomètres et des kilomètres de voies ferrées en France, que ce soit pour le voyageur que pour le fret. On n'est pas du tout dans une démarche de remobilisation de l'activité de transport par voie ferrée. Donc ça, c'est pas normal du tout. Donc nous, cela dit, nous sommes à Dourges et nous développons du rail-route et travaillons d'ailleurs pour M. Guichard, entre autres. Et donc ça apporte bien sûr une réduction de CO2, mais aussi on n'a pas parlé d'embouteillage, mais c'est un vrai sujet. Dans le Nord ou comme sur Paris ou ailleurs. On n'a pas parlé de conducteurs non plus, ou très très peu. C'est des professions qui sont quand même pas forcément très très demandées. Et donc, le rail-route, ça répond à toutes ces problématiques écologiques. Réduction des embouteillages. On roule la nuit, enfin on renforce la nuit, et puis on n'utilise pas de conducteurs pour faire des trajets de longue distance. On les utilise pour faire les collectages, les préchargements, les post-chargements. Donc le rail-route, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument développer. Et économiquement, c'est évidemment quand le gasoil n'est pas cher comme en ce moment, c'est peut-être un peu plus cher de faire du rail-route, mais dès que le prix du gasoil remonte, ça devient signifiant. C'est là qu'il faut prendre le gaz. Monsieur Giraud, allez-y.
c'est là qu'il faut s'équiper un véhicule de gaz, quand le diesel réaugmente, ce qui va le faire d'ailleurs, dans pas longtemps. Oui, ça, de toute façon, au niveau où il en est, il ne peut qu'augmenter. Petite question posée par un internaute. Comment puis-je intégrer la thématique écologique, etc., des moindres émissions dans mes appels d'offres et documents nécessaires à joindre à mes contrats de transport? J'ai la réponse. Pardon? Allez-y, Philippe. Il y a à peu près 100 chargeurs. Il y a à peu près une centaine de chargeurs en France qui mettent systématiquement dans leurs appels d'offres de demander d'avoir l'indice Tekablou. Alors, pourquoi ils font ça? Ce n'est pas du racket. Parce que l'indice Tekablou est gratuit pour les transporteurs. Par contre, les chargeurs qui ont cet indice à disposition ont en fait un vrai indicateur de qualité, neutre, objectif, et qui fait tous les calculs pour eux. Donc, c'est extrêmement simple que cette personne nous joigne et on lui donne les 2 lignes qu'il faut rajouter dans son appel d'offres. Voilà. Et je veux dire, tout le monde me connaît, donc je peux me permettre de plaisanter, puis vu mon avantage, c'est acceptable. On est numéro 1 mondial parce qu'il n'y a pas de numéro 2. Donc, une fois que vous avez compris ça et que c'est en France, vous devriez m'aider. Voilà. Et donc, mettez Tekablou dans vos appels d'offres, ça va améliorer la qualité, ça va améliorer le transport et ça va améliorer la faisabilité d'une réelle green logistique. Vous êtes très très fort en marketing de Tekablou et de vous-même, Philippe. Je suis toujours admiratif. Autre question posée par un internaute. Enfin, je vais la poser différemment. Vous, transporteurs, logisticiens, fabricants in fine de nouveaux moteurs, vous êtes confrontés aux politiques des villes, les zones à faible émission, vous l'avez dit, monsieur Jean. Or, les villes n'ont pas de politique commune. Est-ce que quand on réforme un réseau logistique pour en améliorer l'efficacité, il faut de toute façon discuter avec les élus locaux, avec les plans d'urbanisme. Et est-ce que c'est vers ça qu'il faut aller? Est-ce que c'est ça déjà que vous faites? Autrement dit, le partage de données, de compétences entre le public et le privé pour améliorer l'organisation logistique. Je pose la question à tous. Et si vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas très grave. Mais ce serait bien quand même. Ah. Alors, je prends la parole. Merci, monsieur Jean. Que c'est complètement indispensable. On travaille, nous, conjointement, alors que ce soit à travers la FIPAC ou Michelin, on travaille effectivement avec les pouvoirs publics à tous les niveaux, que ce soit au niveau européen, au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Aujourd'hui, on est dans une profonde mutation de la mobilité au sens très large, et on ne peut pas le faire chacun dans son coin. Je veux prendre un peu ce qui avait été fait à l'époque sur le développement des véhicules à batterie électrique, où on a vu que dès le départ, il n'y a pas eu, je dirais, de consensus, et les différents acteurs sont partis peut-être chacun un peu en étant persuadé d'avoir la bonne solution, et on voit le retard que le développement de l'électrique à batterie a pris en France. Donc je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire, j'allais dire, quelle que soit effectivement la source d'énergie, et nous on est persuadé qu'à terme vous n'aurez plus une énergie reine comme on a connu le pétrole ces dernières années, mais vous aurez certainement différentes énergies pour différents usages, et il est évident qu'aujourd'hui on est obligé de travailler main dans la main, je dirais, entre professionnels et pouvoirs publics, pour pouvoir être le plus efficient possible et le plus efficace et surtout le plus rapide possible, parce qu'effectivement la transition énergétique devient quelque chose d'extrêmement urgent et impératif. Donc voilà, donc globalement je pense que la société attend de nous tous qu'on soit efficace avec des vraies solutions, et c'est dans le travail conjoint public-privé qu'on y arrivera. Alors, une des meilleures solutions pour diminuer les émissions de particules de gaz à effet de serre au kilomètre transporté et au kilo transporté, c'est la massification, d'où l'intérêt d'avoir une barge, un train ou un porte-conteneur. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un camion quand de toute façon la palette sera toujours moins haute que la hauteur du camion? On parle vous l'avez évoqué, hein, monsieur Guichard, comment on fait pour remplir les camions au maximum? On parle de mutualisation. Ça fait 10 ans que j'anime des débats sur la mutualisation. Je vois pas toujours grand-chose venir. Et puis ensuite, la question technique des doubles ponts, peut-être, là, qui a été posée. Sur la mutualisation, monsieur Guichard, comment on peut faire en sorte que des concurrents ou des gens pas forcément amis se mettent dans le même camion et le remplissent jusqu'au bout? Alors, pour notre part, nous faisons ça depuis une petite dizaine d'années. Hein, le principe, c'est effectivement d'éviter les transports inutiles, on en parlait tout à l'heure, et donc de livrer directement depuis l'usine où le produit est fabriqué jusqu'au client.
Et parfois, les usines, et c'est notre cas sur nos gammes de boissons, produisent nos marques, mais produisent également d'autres marques, et des marques notamment de distributeurs ou d'autres intervenants. Et donc, nous avons, avec nos partenaires, engagé un programme de mutualisation qui fait que tout en remplissant au maximum les camions de l'ensemble des gammes, nous faisons en sorte que les produits n'aient pas de stop intermédiaire et partent directement ensemble de l'usine vers nos clients communs. D'accord. Monsieur Bills, sur la question du double plancher, dans un camion, enfin comment faites-vous, transporteur, pour remplir au maximum un camion, eu égard à la hauteur maximale des palettes qui n'atteint pas le plafond des semi-remorques? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Le remplissage, c'est effectivement, c'est comme la réduction de la consommation de carburant, l'éco-conduite. Le taux de remplissage à camion, j'ai envie de dire, c'est essentiel et c'est basique. On a des camions de 90 mètres cubes en moyenne, en termes de volume, semi-remorque. Et c'est vrai qu'il est regrettable de constater que globalement, un tiers, pour ne pas dire des fois 50% du volume utilisable n'est pas utilisé. Parce que si on transporte du lourd, de la boisson, c'est très lourd. Donc vous mettez 30 palettes, 33 palettes, mais vous êtes saturé par le poids, si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas exploiter, bien sûr, 2,80 m de hauteur avec des palettes de liquide. Donc comment optimiser effectivement les transports? Mais c'est ce qu'on disait lors de l'interview de préparation. Si toutes les remorques, semi-remorques en activité pouvaient être remplies à 100, à 80, ne serait-ce qu'à 90%, on réduirait le nombre de camions par 2 ou 3 sur les routes. C'est énorme. Donc, optimiser le remplissage, le double pont, ça fonctionne un peu, si vous voulez, mais on a souvent des problématiques comment dire, dans les points de livraison, si vous voulez. Si le site de livraison n'est pas équipé pour recevoir ce type de matériel, vous ne pouvez pas décharger. Donc c'est beaucoup plus long également. Donc vous avez des avantages mais aussi des inconvénients. Mais si les infrastructures ne sont pas prévues et au départ ou surtout à l'arrivée, les doubles étages ne sont pas efficients, si vous voulez. Mais ce serait aussi par contre une solution pour les produits pas trop lourds, pour les produits plutôt volumineux. Évidemment. Ouais. Monsieur Mangeard, comment un entrepôt logistique peut-il être vert? Je veux dire, vous mesurez ça? Vous avez un indicateur spécifique, je crois. Ouais, on a des indicateurs un petit peu autour, on est passionné par tout ça. Mais je rebondis sur ce que disait monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur Guichard, je crois. Monsieur Guichard. Guichard, excusez-moi, pourtant je le connais, monsieur Guichard. Et toujours pas qu'il en cadeau. Donc si on cite Procter & Gamble, Procter & Gamble, il met des camions entre par exemple la Belgique et la Grèce, il met le fond avec des produits liquides et il complète le haut avec des couches. Parce qu'effectivement, un camion de couche, c'est fait 100 mètres cubes, mais ça pèse que 4 tonnes. Et un camion de lessive, ça fait qu'1 mètre de hauteur et ça fait 25 tonnes. Vous voyez, donc l'idée, il y a des idées quand même. Il faut un petit peu d'intelligence, il faut un petit peu de souplesse. Donc il faut que PepsiCo fasse des couches, quoi, en gros, ou des serviettes. Non, mais je veux dire, on se comprend. PepsiCo ne fait pas que des trucs très lourds. Mais PepsiCo, il a un métier royal. Il a des flux continus, il a des palettes bien remplies, il a du lourd. Je ne pense pas que PepsiCo puisse faire beaucoup mieux que ce qu'ils font objectivement. Ce n'est pas pour flatter, mais c'est pas chez eux qu'il y a un problème. Parce qu'ils font des produits pas chers et donc ils sont obligés de gratter à mort sur le transport. C'est pas le cas de des chips aussi. Et léger, ils font des chips aussi qu'on peut mettre au deuxième étage. Bon, enfin bref, sur les entrepôts, Philippe-Henri Mangeard, rapidement, et je laisserai la conclusion à Monsieur Toussaint. Sur les entrepôts, on a, nous, pris aussi le principe de mesurer correctement ce qui se passait dans les entrepôts et pas laisser faire des tableurs. Donc on a une solution aussi pour mesurer les entrepôts et des pistes de progrès et des pistes d'analyse concernant et les équipements et les énergies et les éclairages et les climatisations et les chauffages, etc. Mais il y a quand même, enfin vous les citez, mais il y a des leviers sur lesquels agir plus que d'autres pour diminuer l'impact environnemental d'un entrepôt. Je veux dire, il y a eu des startups, je ne sais pas si elles ont réussi, mais les tiennes étaient bonnes, c'était de mutualiser les espaces et les volumes des entrepôts déjà. Parce que quand vous avez deux entrepôts qui sont successivement pleins l'un l'autre, il vaudrait mieux qu'ils s'arrangent et qu'ils soient toujours pleins sur un seul entrepôt. Il y a des idées, quoi. Je ne comprends pas que ces startups, on n'en parle pas plus.
du remplissage à la volée, quoi, des entrepôts, comme on fait du remplissage des camions. Je pense qu'il y a 2-3 expériences qui devraient aboutir là-dessus. Parce que c'est toujours pareil, si on en fait moins, on dépense moins. C'est sûr. Ben, il y a la Sogaris qui a tenté des expériences, notamment à Chapelle Internationale. À Lyon aussi, il y a eu des expériences faites sur les parkings de Vinci d'utilisation des horaires non utilisés la nuit. Ici à Bercy, pas loin, sur le parking de Carrefour. Mais globalement, c'est toujours la même réponse. Il n'y a pas de modèle économique, il y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes de normes. Etc., etc. Monsieur Toussaint, vous êtes celui qui a le moins parlé. Je vous laisse le mot de conclusion. Ça, c'est toujours la question qu'on n'a pas envie de se faire. Oui, allez-y, Philippe. Il y a quelque chose qui est mal surveillé ou peu compris, on va dire, c'est le stockage réfrigéré. Je trouve qu'il y a des campagnes trop longues de stockage réfrigéré. Il faudrait que les gens réfléchissent à ce coût environnemental du réfrigéré qui est énorme. Alors, moi, je voulais peut-être ajouter un commentaire à M. Mangeard. Je vous rassure, M. Mangeard, PepsiCo peut faire beaucoup mieux encore. Et effectivement, nous avons aussi des produits légers et des produits lourds. Donc, nous avons aussi des idées pour aller plus loin. Merci. Monsieur Toussaint. Philippe, Monsieur Toussaint, je vous laisse 30 secondes. Du coup, pour conclure, alors c'est vrai que du coup, beaucoup d'acteurs du transport, par voie routière autour de cette table. Nous, on est plutôt centré sur l'intralogistique avec Jung Heinrich. On est du coup, je dirais, assez bon en termes d'émissions de CO2 et en termes d'impact environnemental parce qu'on est déjà très tourné vers une mobilité électrique. Chez Jung Heinrich, on fait déjà de l'économie circulaire parce que du coup, on va reconditionner nos propres chariots dans nos propres entrepôts et on développe beaucoup de lithium-ion avec du coup une efficacité énergétique intéressante. Voilà, pour ce qui est de l'intralogistique, je pense qu'on est déjà assez bon. Et avec, vous proposez également des murs de batterie comme le fait Tesla à vos clients. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais effectivement, on est capable aujourd'hui, on a développé notre expertise dans les batteries, alors initialement dans les chariots, et maintenant on est capable du coup de proposer des batteries stationnaires pour plusieurs besoins. Le premier, c'est pour les entrepôts logistiques qui souhaitent développer des toits avec des panneaux solaires. Les entrepôts logistiques représentent un énorme gisement solaire, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Certains de ces clients souhaitent autoconsommer leur énergie et pour flexibiliser, pour répondre à l'offre et la demande de l'entrepôt, il faut un stock tampon qui peut être bien sûr stocké sous format électrochimique dans une batterie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est capable de proposer. Ça répond également aux besoins d'un client qui a des pics d'intensité dans sa journée et qui souhaite lisser sa courbe de charge pour éviter de payer trop de frais de puissance souscrite pour le frais d'acheminement d'électricité. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être développées. Vous parliez, Monsieur Mangeard, tout à l'heure de mesures. On est capable aujourd'hui de mesurer très précisément les consommations, alors en l'occurrence d'électricité, de nos chariots avec des systèmes de plateforme web où les clients sont capables de voir précisément quel chariot consomme quelle quantité d'énergie, est-ce qu'il y a du progrès, est-ce qu'il n'y en a pas, quels sont les leviers pour ce client pour augmenter son efficacité énergétique dans son entrepôt. Bon, il ne vous reste plus qu'à pour les camions, le gaz est actuel. Hein. Donc, voilà. J'ai pas entendu. Parce que des camions électriques, beaucoup quand même en ce moment. Hein. Alors ça c'est sûr, les camions électriques, il n'y en a pas encore. Monsieur Giraud dit, n'attendez pas, il y a déjà des solutions au gaz. Les camions électriques n'existent pas, ou en tout cas très peu. Monsieur Toussaint, le développement futur de Jung Heinrich, c'est de proposer des panneaux photovoltaïques pour que la boucle soit bouclée chez vos clients. Alors aujourd'hui, c'est pas notre cœur de métier. Comme je l'ai dit, on s'est développé dans la batterie depuis une dizaine d'années, donc ça nous permet de proposer des solutions un peu annexes comme les batteries stationnaires. Éventuellement, pourquoi pas, alors peut-être initialement développer des partenariats avec des sociétés dont c'est l'expertise. C'est effectivement, pourquoi pas dans le futur, une solution qui pourrait être intéressante.
Très bien, merci messieurs. On l'aura compris, Green Logistics, c'est Green Transport, c'est Euro 6, gaz et éventuellement plus loin l'hydrogène en attendant peut-être l'électrique. C'est aussi la réorganisation des systèmes logistiques, la mutualisation des cargaisons, la mutualisation des entrepôts, une nouvelle façon de conduire, une autre façon de mesurer. Et vous l'avez dit, Monsieur Giraud et Monsieur Mangeard, il n'y a pas que les particules ni de CO2 dans la vie, il y a aussi le bruit. Hein, c'est le premier stress reconnu en Europe. Ça fait beaucoup de dégâts. On aurait même pu parler de l'impact sur les sols, des entrepôts logistiques, etc., etc. Et voilà, tout ça derrière, il y a une réforme du code de l'urbanisme. Enfin, le sujet est très très vaste. Ça pourrait faire un sujet pour l'ICTL 2021. Ça, tiens, l'impact sur les sols de la logistique qui est très important. Sachant que la logistique est maintenant concurrencée sur le foncier par les data centers. Je ferme la parenthèse, c'est une grande réflexion de la région Île-de-France. Sachez-le. Merci à tous. On a débordé, mais il y avait beaucoup de questions. On est encore 160, c'est très bien. Les gens sont partis manger, donc allez manger, messieurs. Et rendez-vous en ce qui concerne demain pour la digitalisation du transport maritime. Merci à tous. Bon appétit. Merci, au revoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.